Imaginez-vous plonger dans la nuit du 5 novembre, non pas comme le spectateur d'une bataille supplémentaire, mais comme témoin d'un basculement stratégique majeur. Cette nuit-là, l'Ukraine a été le théâtre d'un événement qui, par son ampleur et son intensité, rappelle les grandes opérations des conflits du XXe siècle, tels que le Blitz sur Londres en 1940 ou l'attaque éclair sur Pearl Harbor. Mais cette fois, la technologie, la méthode et la précision ont redéfini les règles du jeu. La Russie a frappé, non plus par à-coups ou par vagues sporadiques, mais par une campagne orchestrée, méthodique, visant à toucher simultanément une multitude de points névralgiques. Imaginez une armée de drones filant silencieusement dans la nuit, accompagnés de missiles guidés et d'engins hypersoniques franchissant le ciel à une vitesse inimaginable il y a seulement une décennie. Pour comprendre la portée de ce tournant, il suffit de se rappeler l'évolution des guerres au fil des siècles. Au Moyen Âge, contrôler un pont ou un château suffisait souvent à faire basculer une région. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé la Blitzkrieg pour désorganiser les lignes ennemies par la rapidité et la surprise. Aujourd'hui, c'est un réseau d'infrastructures complexes, bases logistiques, réseaux électriques, dépôts de carburant, qui constituent les nouveaux points forts. Dans la nuit du 5 novembre, chaque explosion a eu des conséquences en chaîne. Une centrale électrique hors service, c'est des quartiers entiers plongés dans le noir, un dépôt de munitions détruit, c'est des unités privées de tout moyen de riposter. Les frappes russes ont donc visé l'ossature même de la résistance ukrainienne, cherchant à désarticuler la chaîne de commandement, à couper les routes de ravitaillement et à isoler les poches de défense. Ce qui distingue cette opération, c'est la coordination extrême des moyens employés. Dans les précédentes offensives, les frappes étaient souvent localisées, parfois symboliques. Cette fois, la Russie a mobilisé l'ensemble de son arsenal technologique. Drones de reconnaissance, missiles de croisière, systèmes de guerre électroniques et même des armes hypersoniques dont le développement symbolise la nouvelle course à l'armement moderne. Chaque cible a été choisie avec soin, sur la base de renseignements accumulés patiemment. Les Russes ont mis à profit les images satellites, les interceptions de communication, les observations de drones pour dresser une cartographie précise des structures à neutraliser. Sur certains points, les frappes ont même été précédées d'opérations de diversion, rappelant les tactiques de désinformation employées durant la guerre froide, où chaque geste sur le terrain pouvait cacher une manœuvre plus vaste. La brutalité de ces attaques a été telle qu'en quelques heures, des mois d'avancées ukrainiennes ont semblé s'effondrer. Les lignes logistiques, vitales pour maintenir la résistance, ont été coupées. Dans les régions de Pokrovsk, Mirnograd et Souky Yar, les soldats ukrainiens se sont retrouvés encerclés, privés de soutien et de munitions. Pour illustrer la gravité de la situation, prenons l'exemple d'un dépôt de munitions stratégiques situé à l'ouest de Kiev. Ce dépôt, alimentant quotidiennement plusieurs unités du front, a été détruit par une frappe précise. Résultat, en moins de 24 heures, 3 bataillons ukrainiens ont dû se replier, leur position devenant intenable, sans ravitaillement. Ce type de scénario s'est reproduit en plusieurs points du territoire, chaque perte amplifiant l'effet domino sur l'ensemble du dispositif ukrainien. De telles opérations portent un nom dans la doctrine militaire, la guerre d'attrition. Ici, il ne s'agit pas de conquérir un territoire en quelques jours, mais d'épuiser l'adversaire, de le forcer à gaspiller ses ressources, de miner son moral. C'est une stratégie éprouvée. Durant la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun a vu les deux camps s'user mutuellement jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, la différence, c'est la vitesse et la précision des moyens employés. Pour les forces ukrainiennes, la riposte devient de plus en plus complexe. Privées de communication fiable, certaines unités se retrouvent isolées, incapables de recevoir des ordres ou de coordonner leurs actions. Plusieurs témoignages venus du terrain font état de soldats attendant des renforts ou des munitions pendant plus de 48 heures, sans succès. À l'image de ce groupe retranché dans un immeuble en ruine à Mirnograd, leurs vivres épuisés, leur radio réduite au silence, ils n'avaient plus que deux choix, tenter une percée désespérée ou se rendre. Les réseaux sociaux se sont rapidement fait l'écho de ces scènes dramatiques. Des vidéos de reddition filmées par drone ou diffusées par les troupes russes montrent des groupes entiers de soldats ukrainiens les bras levés, exténués, le visage marqué par la fatigue et la résignation. Ces images, virales, n'impactent pas seulement le moral des troupes sur le terrain, mais aussi celui des familles à l'arrière et de l'ensemble de la société ukrainienne. Pour comprendre l'onde de choc psychologique, rappelons-nous la chute de Singapour en 1942 ou l'effondrement du front français en 1940. La perception de l'abandon, même partiel, peut provoquer une démoralisation généralisée, rendant la résistance plus difficile encore.
La chaîne de commandement ukrainienne, désormais confrontée à des poches entières de troupes isolées, fait face à une double crise: justifier ses choix stratégiques et maintenir la cohésion interne. Les réseaux alternatifs, souvent plus rapides que les canaux officiels, amplifient le sentiment d'urgence, évoquant des changements de hiérarchie, des tensions internes, voire des ordres contradictoires qui minent la coordination des dernières lignes de défense. La situation sur le terrain rappelle d'autres moments critiques de l'histoire militaire. Lors de la bataille de Stalingrad, des unités entières se sont retrouvées encerclées, privées de nourriture et de soutien, devant choisir entre la résistance jusqu'au bout ou la capitulation. Aujourd'hui, l'enjeu est similaire, mais avec la pression supplémentaire de l'immédiateté médiatique et de la guerre de l'information. Au-delà du front, la crise logistique s'étend à l'économie et à la vie quotidienne. La dégradation des infrastructures énergétiques entraîne des coupures de courant, le ralentissement des transports et l'angoisse grandissante des populations civiles. Dans certaines régions, les habitants subissent des interruptions d'eau ou de chauffage alors que l'hiver approche à grands pas. Pour mieux saisir la gravité de ces conséquences, prenons l'exemple d'une famille vivant à Dnipro. Après une attaque ayant détruit une sous-station électrique, ils se sont retrouvés, comme des milliers d'autres, sans électricité ni chauffage pendant 3 jours. Les enfants devaient faire leurs devoirs à la lueur des bougies et le ravitaillement en denrées de base devenait de plus en plus difficile. Ce type de situation, multiplié à l'échelle de plusieurs villes, fragilise la cohésion sociale et accroît la pression sur les autorités locales. Les analystes préviennent que cette campagne méthodique vise à préparer une nouvelle phase de la guerre, où l'attrition et l'usure seront les maîtres mots. L'objectif n'est plus de s'emparer rapidement de territoires, mais de rendre la défense ukrainienne insoutenable à moyen terme. Face à cette menace, quelles options restent ouvertes aux forces ukrainiennes ? Dans l'histoire, certains conflits ont vu des armées encerclées réussir à briser le siège grâce à des contre-offensives audacieuses ou à l'aide de partisans. Durant la bataille de Moscou, par exemple, la résistance acharnée et l'arrivée de renforts inattendus ont permis de retourner la situation. Mais aujourd'hui, l'Ukraine doit composer avec des moyens limités, un adversaire technologiquement supérieur et une pression psychologique constante. La lutte pour la maîtrise de l'information devient alors centrale. À chaque nouvelle frappe, les versions s'affrontent: communiqués officiels rassurants, rumeurs alarmantes sur les réseaux sociaux, analyses d'experts contradictoires. Cette guerre des récits est devenue un champ de bataille à part entière, où la moindre erreur de communication peut avoir des conséquences stratégiques. Dans ce contexte, la vigilance médiatique et citoyenne n'a jamais été aussi cruciale. Pour éviter de tomber dans le piège de la propagande, il faut multiplier les sources, confronter les versions et ne jamais accepter une vérité unique sans recul. Comme lors de la crise des missiles de Cuba, où la désinformation aurait pu précipiter le monde dans la guerre, chaque détail compte, chaque information doit être vérifiée. Concrètement, chaque citoyen peut adopter des réflexes simples: recouper l'information entre médias locaux et internationaux, suivre les analyses d'experts indépendants, rester attentif aux signaux faibles et aux évolutions du discours officiel. Dans cette guerre hybride, la capacité à décoder les récits s'avère aussi importante que la robustesse des lignes de défense. Sur le plan humanitaire, l'extension des combats et la désorganisation logistique provoquent des déplacements massifs de population. À titre d'exemple, dans la région de Zaporijjia, plusieurs milliers de civils ont dû être évacués en urgence, parfois à pied, bravant le froid et le manque de moyens de transport. La pression sur les infrastructures d'accueil et les ressources locales s'intensifie, rappelant les grandes vagues de réfugiés lors des guerres des Balkans dans les années 90. L'impact économique, lui, se fait sentir bien au-delà de l'Ukraine. Chaque nouvelle coupure énergétique, chaque difficulté d'acheminement du blé ou des métaux affecte les marchés mondiaux. On observe déjà une hausse des prix du gaz et du blé, tandis que les discussions sur la sécurité alimentaire et énergétique deviennent des thèmes majeurs dans de nombreux pays européens. Historiquement, les guerres prolongées d'attrition ont souvent mené à des bouleversements économiques majeurs, comme on l'a vu lors de la Première Guerre mondiale avec l'effondrement de plusieurs empires et la montée des pénuries. Aujourd'hui, les interdépendances mondiales rendent ces effets encore plus rapides et interconnectés. La dimension technologique de la guerre, elle, ne cesse de prendre de l'ampleur. Les drones, les brouilleurs de communication, les missiles à guidage de précision transforment le champ de bataille en un espace multidimensionnel, où l'information circule aussi vite que les balles. Chaque avancée technologique, un nouveau type de drone, une nouvelle méthode de brouillage, peut inverser temporairement le rapport de force sur le terrain.
Pour l'Ukraine, la recherche de solutions innovantes devient une nécessité. Cela passe par le développement de contre-mesures électroniques, l'adaptation des tactiques de déplacement pour éviter les frappes de précision, ou encore la mobilisation de réseaux de partisans pour maintenir la pression derrière les lignes ennemies. À titre d'exemple, certaines unités ukrainiennes ont commencé à utiliser des leurres thermiques pour tromper les missiles à guidage infrarouge, ou à déplacer leur poste de commandement de façon aléatoire afin d'éviter d'être localisés par les drones russes. Ces adaptations rappellent les ruses employées lors de la Seconde Guerre mondiale, où les Alliés avaient installé de faux chars gonflables pour tromper les avions de reconnaissance allemands avant le débarquement en Normandie. Mais ces innovations ne suffisent pas toujours à compenser l'écart de moyens. La dépendance à l'aide extérieure, qu'elle soit militaire, financière ou humanitaire, devient un facteur déterminant. Or, la lassitude de certains alliés, l'épuisement des stocks de munitions et la montée des débats politiques internes en Europe et aux États-Unis compliquent encore la tâche des décideurs ukrainiens. Face à cette complexité, l'exigence d'analyse s'impose à tous. Il ne suffit plus de suivre les grands titres ou les communiqués officiels. Il faut s'intéresser aux détails, comprendre les enjeux logistiques, décoder les signaux faibles et anticiper les effets dominos. Pour l'audience, il s'agit de développer une culture de l'information critique. Cela suppose d'apprendre à vérifier les sources, à douter des évidences, à contextualiser chaque événement. Par exemple, une explosion dans un dépôt de carburant peut sembler anodine, mais si elle intervient à proximité d'un nœud ferroviaire majeur, elle peut immobiliser tout un secteur du front pendant plusieurs jours. Les conséquences humanitaires, économiques et sécuritaires ne s'arrêtent plus aux lignes de front. Elles se propagent en chaîne, affectant la vie quotidienne, la stabilité régionale et même le prix de l'énergie sur les marchés internationaux. Dans ce contexte, la participation citoyenne prend tout son sens. Refuser la facilité des opinions prémâchées, confronter les versions, exercer sa vigilance, autant de gestes qui, à l'échelle individuelle, contribuent à préserver la liberté de jugement et la capacité d'action collective. La rapidité de circulation de l'information, si elle permet d'alerter, peut aussi désorienter. Les manipulations, les fausses informations et les signaux faibles passent souvent inaperçus, mais ils orientent les choix de demain. À l'ère de la guerre d'information, rester lucide exige d'accepter que la vérité est morcelée, que chaque acteur poursuit des objectifs propres et que la transparence n'est jamais totale. Pour s'adapter à cette réalité, il faut multiplier les angles de vue, croiser les sources, questionner les intentions derrière chaque message. Il s'agit de refuser de s'enfermer dans des récits dépassés et de perdre toute influence sur les choix collectifs. Derrière chaque nouvelle frappe, c'est l'équilibre régional et la perception globale du conflit qui vacillent. Ce n'est pas le moment de relâcher l'attention. La guerre visible n'est plus la seule qui se joue. Le champ de bataille s'étend désormais à l'espace de l'information, où récits et données s'affrontent, se manipulent, modelant notre perception à chaque instant. S'appuyer sur une seule voix, c'est risquer de se perdre dans la complexité. Les témoignages affluent, les chiffres s'accumulent, mais sans confrontation ni contexte, c'est la version la plus habilement construite qui s'impose, souvent au détriment de la vérité. Rester spectateur, c'est offrir à d'autres le pouvoir de façonner notre vision du monde. C'est risquer de ne plus distinguer le vrai du faux, de sous-estimer les conséquences économiques, humaines ou politiques qui, demain, pourraient bouleverser notre quotidien. Le prix de l'inaction, c'est de voir son avenir confisqué, de subir une lecture unique des faits. Dans cette guerre d'attrition, où l'usure touche autant les esprits que les lignes de front, l'indifférence devient un piège silencieux. Face à ce bouleversement, la vigilance est notre seule défense. Interroger, vérifier, confronter. Ne cédez pas au confort des certitudes rapides. La guerre moderne traverse nos écrans, nos discussions, nos croyances. Chacun d'entre nous peut devenir un acteur, non un simple spectateur. Cela passe par le partage d'informations vérifiées, la participation à des débats argumentés, la sensibilisation de notre entourage aux enjeux du conflit et des récits qui l'entourent. Tout évolue et chaque jour apporte son lot de données, de récits stratégiques, de retournements imprévus. Devenir acteur de l'information, c'est préserver sa liberté de jugement et son pouvoir de décision. Restons vigilants et actifs. La suite s'écrit déjà et notre compréhension, notre discernement en seront la première ligne de défense. Dans cette nouvelle ère, la guerre ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais dans nos esprits, dans notre capacité à comprendre, à anticiper, à refuser la passivité.
La question de savoir qui l'emportera ne dépend plus uniquement des rapports de force militaire, mais aussi de la maîtrise de l'information, de la résilience collective et de la lucidité citoyenne. C'est à nous tous de refuser l'aveuglement, de cultiver le doute constructif et de rester en alerte face à la complexité du réel. Car, au fond, la guerre du 5 novembre n'est peut-être que le prélude à un bouleversement plus profond. Et il nous appartient de comprendre, de questionner, d'agir lucidement pour ne pas en être les simples spectateurs. L'histoire retiendra ceux qui auront su voir au-delà des apparences, décoder les signaux faibles et préserver dans la tourmente la capacité de choisir leur destin. N'attendons pas que d'autres écrivent la suite à notre place. Soyons les auteurs attentifs de notre compréhension du monde.